Les dinosaures, les mammouths et l'homme de Néandertal comptent parmi les stars de l'histoire de l'évolution. Autrefois nombreux, ils ont fini par disparaître complètement. Mais ils ne sont pas les seuls. Plus de 99,9% des espèces qui ont vécu sur Terre se sont éteintes. La nôtre a fait son apparition relativement récemment. L'homme moderne, ou Homo sapiens, est né en Afrique de l'Est il y a à peine 200 000 ans. Notre gros cerveau nous a permis de coloniser les endroits les plus reculés sur la planète. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards. Pour certains scientifiques, nous sommes désormais pratiquement immunisés contre une possible extinction. Pour d'autres, au contraire, la menace n'a jamais été aussi grande. Nous entrons dans une période où le degré de risque est nettement plus élevé qu'avant. Il y a une probabilité réelle pour que l'histoire de l'humanité prenne fin au cours de ce siècle. On fait et on va faire des choses au XXIe siècle que personne n'a encore jamais réalisées. On est en train de concevoir des technologies extrêmement puissantes qui nous permettront de manipuler et réarranger la nature même de la vie et de maîtriser la matière au niveau atomique et moléculaire. Nul ne peut dire si l'humanité est au début de son voyage ou bientôt à son terme. Et cette incertitude a donné naissance à un genre spécifique dans la culture populaire. Aujourd'hui, les scientifiques eux-mêmes s'intéressent aux catastrophes susceptibles de provoquer la disparition de notre espèce. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, on a été relativement impuissant face aux risques existentiels. Mais aujourd'hui, les avancées scientifiques nous permettent de comprendre certains dangers que nous devrons affronter. Sommes-nous menacés par un phénomène naturel ou serons-nous les artisans de notre propre perte? Et quel est le risque qu'une extinction massive ait lieu au XXIe siècle? Ce sont autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Le Soleil est l'étoile la plus proche de nous. Il est essentiel à la vie sur Terre. Sans lui, les plantes, les animaux et l'homme n'existeraient pas. Mais les forces physiques qui s'exercent au cœur d'une étoile sont également capables d'anéantir la vie. Quand une étoile massive explose, ça fait des dégâts. Et nous pourrions avoir la malchance de nous trouver à proximité de cet événement cataclysmique. Nous sommes directement menacés par l'explosion la plus titanesque qui se soit jamais produite dans l'univers. Le 19 mars 2008, satellites et télescopes ont enregistré un phénomène extrêmement distant, sans précédent dans l'histoire de l'astronomie. Ça a été l'explosion la plus puissante qu'on ait jamais vue. La plupart des objets célestes aussi lointains sont complètement invisibles, même avec les meilleurs télescopes. Mais ce sursaut gamma a été d'une telle violence. L'énergie dégagée était telle qu'elle a été visible à une distance de 7,5 milliards d'années-lumière. C'est remarquable. Les télescopes ont détecté la phase finale du cycle de vie d'une étoile géante. Une supernova assez massive pour engendrer ce qu'on appelle un sursaut gamma. Voilà une étoile massive. Quand elle s'effondre sur elle-même pour donner naissance à un trou noir, elle émet le long de son axe de rotation des particules de très haute énergie à une vitesse proche de celle de la lumière. Elles jaillissent de la surface de l'étoile en deux jets opposés, le sursaut gamma. Si un sursaut gamma devait se produire près de la Terre, les conséquences seraient catastrophiques. Si le rayonnement touchait la Terre, il détruirait la couche d'ozone.
Les rayons UV arriveraient alors jusqu'à la surface de la planète, mettant toutes les formes de vie en danger. Notre planète a connu au moins 5 grands épisodes d'extinction massive. L'un d'eux s'est produit il y a 450 millions d'années. Plus de 50% de toutes les espèces animales ont été anéanties. Pour certains scientifiques, les radiations cosmiques néfastes d'un sursaut gamma auraient joué un rôle dans cet événement. On étudie comment le phytoplancton, ces microalgues qui flottent dans l'océan, est altéré par une exposition au rayonnement ultraviolet. Le phytoplancton constitue le premier maillon de la chaîne alimentaire marine. Toutes les espèces marines en sont tributaires. On espère découvrir si sa réaction à une augmentation du niveau des UV pourrait être assez grave pour entraîner une extinction de masse. L'étude n'est pas terminée, mais elle montre déjà qu'une augmentation du rayonnement ultraviolet peut avoir des répercussions dévastatrices sur le plancton. Nos premiers travaux portaient sur une espèce de phytoplancton océanique, Synechococcus. On a constaté qu'il réagissait très fortement aux UV. La photosynthèse devient impossible. Si c'est bien un sursaut gamma qui a dévasté la Terre il y a 450 millions d'années, cela pourrait se reproduire. Les astronomes ont découvert une étoile dont le cycle de vie touche à sa fin et qui risque à tout moment de provoquer un énorme sursaut gamma. Voici le système binaire appelé WR104. Comparé à l'étoile dont la mort a été observée en 2008, il est tout proche de nous à seulement 7000 années-lumière. Or, les astronomes savent désormais que son axe de rotation est presque aligné sur la position de la Terre. Ce sont deux étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre, comme ça. Leur plan orbital se trouve presque parfaitement dans le plan du ciel. Ça veut dire que l'axe de rotation de l'étoile qui va exploser pointe à peu de choses près dans notre direction. Si WR104 envoyait un jet de rayonnement gamma vers la Terre, le contre-coup pour notre planète serait dramatique. Le temps qu'elles arrivent jusqu'à nous, les radiations seront très atténuées, mais suffisantes pour provoquer des dégâts dans la haute atmosphère. Elles détruiront au moins la couche d'ozone. Or, sans la couche d'ozone, nous serions exposés à des niveaux dangereux de rayons ultraviolets. De plus, l'accumulation de composés azotés déclencherait des pluies acides. Les récoltes diminueraient, la chaîne alimentaire serait peu à peu perturbée et la vie marine s'éteindrait. Une fois la chaîne alimentaire terrestre paralysée, c'est toute la vie qui commencerait à disparaître. Ce genre de cataclysme se produira sans le moindre avertissement. Ce qui bien sûr n'est pas fait pour arranger les choses. WR104 se trouve à une distance de 7 à 8000 années-lumière de la Terre. Ça veut dire qu'elle a peut-être déjà explosé il y a 7 à 8000 ans. Autrement dit, demain, pendant que vous serez en train de faire tranquillement votre lessive, vous verrez soudain apparaître une boule de feu dans le ciel. Dans le principe, c'est possible. Mais dans ce scénario, un sursaut gamma n'est pas le seul danger. Si une étoile proche explosait, le trou noir qui se formerait alors poserait un problème bien plus grave encore. Un trou noir est l'objet le plus monstrueux et le plus extraordinaire dans tout l'univers. Tout ce qui essaie d'en sortir est immédiatement réaspiré dedans. Les chercheurs connaissent depuis longtemps l'existence des trous noirs supermassifs qui forment le noyau central des galaxies. Notre propre système solaire orbite autour de l'un d'eux, mais hors de sa gravité à 27 000 années-lumière. Pourtant, le trou noir découvert il y a une dizaine d'années a surpris la communauté scientifique. En 2001, on observait le ciel quand quelque chose est passé devant les étoiles. Il y a eu une distorsion de la lumière qu'elles émettaient, signe qu'un objet invisible passait devant elles. On a cherché et on a fini par comprendre « Oh là, c'est un trou noir errant ».
Les trous noirs ne sont pas statiques. Ils peuvent se promener dans toute la galaxie. On a compris la nature de cette nouvelle menace, car ils sont complètement imprévisibles. Les scientifiques pensent aujourd'hui que notre galaxie est sillonnée par des milliers de trous noirs errants. Ces vestiges de supernovae ont été éjectés dans toutes les directions à travers la Voie lactée. Certains se frappent de plein fouet et sont déviés dans une autre direction. C'est ce qui a dû se passer. À la suite d'une collision, celui-ci s'est retrouvé en orbite autour de la Voie lactée. Si un trou noir devait traverser notre système solaire, nous serions directement menacés. Si un trou noir s'approche de nous, on le saura par l'observation de nos planètes externes qui se mettront à osciller sur leur orbite. Si ce trou noir dépassait Saturne, l'orbite de la Terre serait déstabilisée. Notre planète serait poussée vers le Soleil ou éjectée dans l'espace. Le trou noir pourrait aussi l'avaler. Mais pour cela, il faudrait que l'aspirateur cosmique passe à seulement quelques centaines de kilomètres de nous. Le risque que nous soyons touchés par un sursaut gamma au cours de ce siècle est infime. 1 sur 10 millions. Celui d'une rencontre malheureuse avec un trou noir est encore plus faible. Ça fait partie des dangers naturels. On sait au moins une chose, ils sont extrêmement rares. Ce serait vraiment jouer de malchance si un sursaut nous frappait dans les 100 prochaines années. Cela explique que la mort d'une étoile soit en 10e position dans notre liste des pires scénarios catastrophes. Celui classé à la 9e place est déjà plus plausible. Personne ne l'a remarqué quand il a foncé vers nous il y a quelques années et est passé à 1/3 de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Ce n'est que 3 jours plus tard que les astronomes ont découvert cet astéroïde de 73 mètres de diamètre, baptisé 2002 MN. Il aurait suffi que son orbite soit légèrement différente pour qu'il heurte la Terre et réduise en champ de ruines une ville de la taille de Stockholm. N'ayant pas pu être prévenus à l'avance, les habitants auraient été décimés. Terminé. Pas un seul survivant à Stockholm. On vit au beau milieu d'un stand de tir. Il y a en permanence un tas d'objets qui passent à toute allure à côté de nous sans qu'on les voie. Si on pouvait les éclairer la nuit, on n'arriverait pas à le croire. C'est dans un modeste bureau comme beaucoup d'autres que des chercheurs surveillent ces millions de projectiles cosmiques. Voilà, mon bureau est là. Voilà un schéma de la position actuelle de certains astéroïdes potentiellement dangereux. Si on affiche leur orbite, on voit tout de suite qu'il y a du souci à se faire. Tous les matins, Paul Chodas consulte ses mails. Cette simple tâche donnerait à beaucoup l'envie de retourner se coucher. Car un logiciel automatisé envoie directement à sa messagerie toutes les informations concernant les astéroïdes découverts récemment qui pourraient entrer en collision avec la Terre. Là, par exemple, on a un objet nouveau qui présente un risque de collision avec la Terre en 2071, avec une probabilité de 3 sur 1 million. Il a été découvert cette nuit. Tous les jours, il y a du nouveau. Un impact imprévu entre la Terre et un objet de la taille de 2002 MN n'a malheureusement rien d'invraisemblable. La moitié des astéroïdes qui s'approchent de nous ont le Soleil dans le dos et sont donc impossibles à repérer. De plus, nous sommes très loin de les avoir tous identifiés.
Il y a environ 1 million de géocroiseurs qui représentent un danger potentiel pour la Terre. Et sur tout cela, on en a recensé moins de 1%. La menace la plus sérieuse vient d'Apophis, un astéroïde de taille moyenne, avec un diamètre estimé à 270 mètres et un poids de 20 millions de tonnes. D'une puissance équivalente à 65 000 fois celle de la bombe larguée sur Hiroshima. Son impact pourrait éradiquer Stockholm, mais aussi toute l'Europe du Nord. Alors notez bien dans votre agenda le vendredi 13 avril 2029. Car c'est à cette date qu'Apophis frôlera la Terre, à une altitude de seulement 29 000 km, ce qui est plus bas que certains satellites artificiels. On voit bien que son orbite est à peu près sûre. Il ne heurtera pas la Terre. En revanche, il pourrait passer par ce trou de serrure-là. Ce trou de serrure gravitationnel ne fait que 600 mètres de large. Si Apophis y passe en 2029, son orbite sera modifiée, mais les scientifiques sont incapables de calculer exactement dans quelle mesure. Or, il y a un petit risque pour que cette nouvelle orbite le place sur une trajectoire de collision avec la Terre 7 ans plus tard. Il existe plusieurs méthodes pour dévier un astéroïde dangereux. À condition d'avoir assez de temps, la plus efficace serait d'utiliser un remorqueur spatial. Il se mettrait en vol stationnaire devant l'objet, comme un hélicoptère, et le remorquerait en se servant de l'attraction sans le toucher. Pour le ralentir, il faudrait simplement que l'engin se place derrière, suffisamment près, et ça ralentirait l'objet. Et faire accélérer ou ralentir l'objet permettrait de le faire dévier sur une trajectoire voulue. Rusty Schweighardt a été un des astronautes du programme Apollo de la NASA. Aujourd'hui, il participe à l'élaboration d'une stratégie mondiale pour tenter de faire face à cette menace venue du ciel. On pourrait croire que l'Agence spatiale européenne ou la NASA aux États-Unis se sont fixés pour mission de protéger la Terre d'une collision avec un astéroïde. C'est faux. Il n'y a pas eu le moindre essai dans ce sens, ni les travaux d'analyse nécessaires parce que personne ne se sent responsable. Un astéroïde de la taille d'Apophis ne mettrait cependant pas l'espèce humaine en danger. Les petits astéroïdes ne risquent pas d'anéantir l'humanité. Ils détruiront une ville, une région ou un État, c'est tout. Ce sont les objets dont le diamètre est supérieur à 2 km qui provoqueront une catastrophe à l'échelle planétaire. Les astronomes ont recensé plus de 800 astéroïdes qui sont proches de la Terre et qui font plus d'1 kilomètre de diamètre. Ils sont convaincus qu'il y en a peut-être une centaine d'autres à découvrir. Ce sont ces monstres qui pourraient modifier le cours de l'évolution. Un objet de 3 km de diamètre représente une menace très grave, un risque de voir l'humanité disparaître. Et au-delà de 10 km de diamètre, il est à peu près certain que l'humanité disparaîtra. L'astéroïde, qui, il y a 65 millions d'années, a anéanti 75% de toutes les formes de vie sur notre planète, notamment les dinosaures, faisait une dizaine de kilomètres de diamètre. Sa collision avec la Terre a eu pour conséquence d'ouvrir la voie aux petits mammifères dont nous descendons. Mais rien ne dit que nous ferons partie des espèces survivantes si ce scénario se reproduit. Il y aurait d'abord un choc colossal. Ensuite, l'impact d'un astéroïde de grande taille projetterait dans l'atmosphère des quantités de suie et d'aérosols qui absorberaient la lumière du Soleil. La planète connaîtrait alors une longue période d'obscurité et de température négative. Ce sont probablement ces changements climatiques qui anéantiraient les derniers survivants humains. En voilà un beau, JU-39. À toi de jouer. Selon toute probabilité, aucun gros astéroïde ne se trouvera sur une trajectoire de collision avec la Terre dans un avenir proche. La véritable menace pour l'humanité vient d'ailleurs.
Le danger ne vient pas des astéroïdes parce qu'on sait les repérer. Ils tournent autour du Soleil sur une orbite très périodique. Le danger, ce sont les comètes. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont moins nombreuses que les astéroïdes. La mauvaise, c'est qu'elles se déplacent 2 fois plus vite et qu'elles sont énormes. Certaines sont aussi grosses que Pluton. On sait aujourd'hui que Pluton n'est pas une planète à proprement parler. C'est une comète surdimensionnée. Au-delà de l'orbite de Pluton, il y a d'autres objets similaires tout aussi gros. Et la très mauvaise nouvelle, c'est qu'il est impossible de repérer la plupart des comètes, même les plus grandes. Imaginons le pire. Une comète effectue un premier passage autour du Soleil. Donc, elle n'a pas encore de queue et elle est totalement invisible. Puis, à mesure qu'elle tourne autour du Soleil, on voit apparaître une queue gigantesque dans la direction opposée au Soleil. Mais là, on n'a plus que 2 semaines devant nous et on n'a plus qu'à toucher du bois en espérant qu'elle nous rate. Un astéroïde de 3 km de diamètre ou une comète d'1 km de diamètre pourrait donc en théorie anéantir l'humanité. Mais la probabilité pour que l'un ou l'autre fonce sur nous au cours de ce siècle est faible. 1 sur 20 000. C'est pour cela que la menace d'une collision avec un objet céleste est classée à la 9e place dans notre liste. La menace suivante a 2 fois plus de risques de se produire. Quand les entrailles de la Terre se réveillent, il n'est jamais bon d'être à proximité. Une éruption volcanique est l'événement le plus destructeur qui puisse se produire sur Terre aujourd'hui. Les volcans les plus dangereux sont si grands qu'on peut ne pas se rendre compte qu'on est pile dessus. La plupart des visiteurs ne savent pas qu'ils se trouvent sur un des plus grands volcans en activité du monde. Quand un supervolcan se réveille, c'est toute la vie sur Terre qui est en danger. L'éruption d'un supervolcan est peut-être le type de cataclysme qui par le passé a déjà failli provoquer l'extinction de l'espèce humaine. Il y a 75 000 ans, la vie n'était pas facile pour les hommes qui peuplaient la Terre. Une des périodes glaciaires récurrentes venait de commencer. Les températures étaient en baisse et la situation n'allait pas tarder à empirer. À l'autre bout du monde, sur l'île de Sumatra, il s'est produit une super éruption volcanique. Le Toba a rejeté dans l'atmosphère plusieurs milliers de kilomètres cubes de magma et de dioxyde de soufre. Nos ancêtres en Afrique de l'Est ont sans doute vu le ciel s'assombrir, peu à peu. La lumière du soleil était certainement très voilée, le ciel était presque complètement couvert. La température mondiale a chuté, devenant négative au niveau de l'équateur. D'après les scientifiques, l'hiver volcanique causé par l'éruption du Toba a duré au moins 5 ans et a failli entraîner la disparition totale de l'humanité. Les études génétiques modernes ont montré qu'il y a eu une diminution des populations humaines il y a environ 75 000 ans, ce qui correspond sensiblement au moment de l'éruption du Toba. Notre nombre est tombé à seulement quelques milliers d'individus. Cette période est considérée comme la plus critique pour l'humanité. L'espèce humaine a frisé l'extinction totale. L'éruption du Toba, ce supervolcan, a pratiquement provoqué notre disparition. Mais des éruptions aussi violentes n'appartiennent pas au passé. On a recensé une dizaine de supervolcans encore en activité.
d'actualité aujourd'hui. En ce qui concerne les supervolcans, la question n'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle éruption, mais quand elle aura lieu. Le numéro 1 sur la liste des volcans qui pourraient faire d'immenses dégâts se trouve en fait sur un des sites les plus visités au monde. Chaque année, 3 millions de touristes se rendent à Yellowstone, aux États-Unis, afin d'admirer les paysages et la faune sauvage. Mais beaucoup ignorent qu'ils se promènent sur l'un des volcans les plus actifs de la planète. Pour la plupart des gens, qui dit volcan, dit éruption de matière dans toutes les directions, qui retombe sur un relief escarpé de forme conique. Une caldeira se forme quand une telle quantité de matière est éjectée, 1 millier de kilomètres cubes, que le sol s'affaisse et que ça forme une immense dépression. La caldeira de Yellowstone est gigantesque. 40 km de large sur 80 de long. À plusieurs kilomètres sous terre s'étend une chambre magmatique immense, sorte de super cocotte minute sous pression qui finira un jour par exploser. Il y a des centaines, voire des milliers de séismes par an. Il y a des geysers, des sources chaudes, des mares de boue et des fumerolles. Il y a aussi des zones de plusieurs centaines de kilomètres carrés qui se soulèvent, puis redescendent lentement, comme si le volcan respirait. Par exemple, celle qui se trouve devant nous s'est surélevée de 12 cm entre 1996 et 2004. De toute évidence, la chambre magmatique située sous le parc est très active. Reste à savoir quand se produira la prochaine éruption. Y aura-t-il des éruptions à Yellowstone? Oui, ça ne fait aucun doute. Y a-t-il déjà des essaims sismiques? Oui. Des déformations du sol? Oui. Pourquoi n'est-ce pas le signe d'une éruption imminente? Parce que ça touche différentes zones. Et ce n'est pas causé par des mouvements du magma en un point précis. Malheureusement, ces propos rassurants ne sont que des conjectures, car les géologues savent très peu de choses sur le comportement d'un supervolcan avant une éruption. On n'a aucune expérience d'éruption volcanique de cette ampleur. Dans le cas qui nous intéresse, on ignore si ça arrivera dans une semaine, 1 an, 1000 ans ou 10 000 ans. On est incapable de prédire la date de la prochaine super-éruption à Yellowstone. On sait cependant que ce supervolcan s'est toujours réveillé avec une ponctualité étonnante. Il a un cycle éruptif très régulier, à peu près tous les 600 000 ans. La dernière éruption a eu lieu il y a un peu plus de 600 000 ans. Donc, si on se réfère à son comportement passé, on peut dire qu'il est en retard pour la prochaine. Quand ce moment sera venu, la Terre s'ouvrira et la lave commencera à jaillir. D'abord à un endroit, puis à plusieurs, jusqu'à ce qu'une ligne de fissure provoque l'effondrement du couvercle et que la chambre magmatique explose. Au cours de certains types d'éruptions, un nuage immense se forme. Appelé coulée pyroclastique, il est composé de gaz, de vapeur d'eau, de cendres, de lave et de débris extrêmement chauds. Le nuage s'étale dans toutes les directions, à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres/heure. Rien ne survit à son passage. Bozeman est la ville du Montana qui connaît la plus forte croissance démographique. C'est de là que partent de nombreux touristes qui visitent Yellowstone. Le parc a beau être à une centaine de kilomètres, Bozeman serait détruit par la nuée ardente. Le nuage, chargé des particules les plus fines, atteindrait une altitude de 25 000 mètres et s'étendrait lentement dans toute l'atmosphère. La conséquence principale serait d'ordre climatique. En imaginant le pire, il y aurait peut-être 5 ou 6 années pendant lesquelles la période de croissance serait diminuée, voire réduite à néant. Or, pour l'instant, on ne dispose pas de réserves de nourriture suffisantes qui nous permettraient de faire face à une situation de ce genre.
Un géocroiseur pourrait être dévié et une guerre nucléaire mondiale pourrait être évitée grâce à la diplomatie. Mais il serait impossible d'arrêter l'éruption d'un supervolcan. Il n'existe pas de méthode mécanique pour soulager la pression au cœur d'un volcan. On peut percer un millier de trous de mine ou recouvrir Yellowstone d'une couche de 3 km d'épaisseur de ciment ou de béton armé. La nature gagnera toujours. On ne peut pas empêcher une éruption de ce type. Mais on peut prendre des précautions. Par exemple, en construisant des abris avec des réserves d'eau et de nourriture suffisantes pour que les gens puissent tenir 10 ans ou plus, le temps que la situation s'améliore à la surface. Le risque d'une super éruption au cours des décennies à venir est faible, de 0,1 à 0,2%. Espérons simplement que les survivants seront assez nombreux pour faire renaître la civilisation. Depuis que la Terre existe, les éruptions de supervolcans ont été 2 fois plus nombreuses qu'une collision avec un astéroïde ou une comète. C'est pour cela que cette menace occupe la 8e place dans notre liste. La 7e menace appartient à ce qu'on pourrait appeler les dangers inconnus. Une nuit d'août 1977, peu avant minuit, le radiotélescope de l'Université d'État de l'Ohio a capté un signal étonnant. Il provenait d'une région du ciel située juste à l'est de la constellation du Sagittaire, à 220 années-lumière de la Terre. Le signal était si net que l'astrophysicien qui a observé le phénomène a fait dans la marge de la sortie papier une inscription devenue célèbre depuis. L'intérêt du signal WOW réside dans sa forme. Il monte et redescend. C'est la forme exacte d'un signal venu d'un point précis dans le ciel et qui se déplacerait avec les étoiles. Depuis que nous traquons des formes de vie extraterrestres intelligentes, le signal WOW est le seul qui n'a jamais pu être expliqué. Ce n'est ni un phénomène cosmique naturel, ni un signal d'origine humaine. On ne sait absolument pas ce que c'est. On ne l'a plus jamais entendu. Se peut-il qu'ils existent, ces êtres d'une intelligence supérieure dépeints dans les romans et les films de science-fiction? Leurs intentions sont parfois pacifiques, mais la plupart du temps, ils ne nous veulent pas du bien. Allez, premier cliché de la nuit. C'est parti. Personne ne peut dire si la vie existe sur d'autres planètes. Mais grâce au progrès rapide dans le domaine de l'astronomie, ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous puissions répondre à cette question. C'est une époque extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons une chance de découvrir les premières planètes qui présentent des similitudes avec la Terre, qui orbitent autour d'une étoile et seraient susceptibles d'abriter la vie comme nous la connaissons. Depuis la première, découverte en 1995, les chasseurs de planètes des 2 côtés de l'Atlantique ont recensé environ 800 exoplanètes. Des planètes situées en dehors du système solaire qui orbitent autour d'une étoile. Quand on a détecté la première il y a une quinzaine d'années, on pouvait seulement dire si c'était une planète ou pas. Depuis, on a fait des progrès énormes et on commence à être capable de donner sa température, sa taille, sa gravité, à dire si elle est rocheuse ou gazeuse, si on peut se poser à sa surface. On avance. C'est comme dans un roman de science-fiction, sauf que c'est la réalité. Voici la première étoile recensée, autour de laquelle tournent des planètes qui pourraient être propices à l'éclosion de la vie. Le système Gliese 581 se trouve à 20 années-lumière de notre système solaire, et comme lui, il compte plusieurs planètes.
celle que les astronomes ont baptisée 581G et sa voisine 581D, pourrait présenter des conditions favorables à la vie. En seulement quelques années, les astronomes ont repéré dans le voisinage de notre système solaire des planètes qui sont similaires à la Terre. Les spécialistes sont donc convaincus que leur nombre dans tout l'univers pourrait être colossal. Il y a une quantité phénoménale d'étoiles dans le ciel, une centaine de milliards. J'espère qu'il y en aura des millions où la vie existe. Mais s'agira-t-il de formes de vie intelligentes? C'est une autre question. Vous voyez cette ligne droite? C'est un signal qui pourrait nous fournir une explication. Au SETI, le programme de recherche de vie extraterrestre, les scientifiques en sont certains. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un contact soit établi. N'oublions pas que l'univers grouille de planètes. Peut-être que seule une sur 100 ou sur 10 000 est potentiellement intéressante, mais puisqu'il y en a un si grand nombre, peu importe. Voilà près de 50 ans que nous tentons d'écouter des signaux extraterrestres, mais jusqu'à présent, personne n'a rien détecté de plus prometteur que le signal WOW. Ça va changer. Ce réseau de télescopes va nous permettre de fouiller le ciel beaucoup plus rapidement. D'ici une vingtaine d'années environ, on pourrait avoir écouté 1 million de systèmes stellaires. Ce sont ces antennes qui pourraient découvrir E.T. dans les 25 prochaines années. Mais ces extraterrestres pourraient-ils représenter un danger? Nul ne voit d'inconvénient à ce que le SETI cherche d'éventuels signaux. En revanche, ce que fait cet homme n'est pas du goût de tout le monde. Alexandre Zaitsev est un radioastronome russe. Personne n'a envoyé autant de messages dans l'espace que lui. Le dernier a été émis en 2008 en direction du système Gliese 581. C'est comme si on construisait un pont entre nous et une autre civilisation à l'autre bout. On fait notre part du boulot. À eux de faire le leur. Pourront-ils décoder notre message? Le comprendront-ils? S'il existe dans le système Gliese 581 des êtres vivants capables de recevoir ce message quand il arrivera, au printemps 2028, ils apprendront beaucoup de choses sur nous. Ce message contient entre autres une liste des ressources naturelles de la Terre, comme les minéraux et les métaux, une carte qui montre l'alignement des continents, ainsi qu'un guide du génome humain. On a tenu plusieurs conférences parce que c'est un sujet extrêmement sensible. On est plusieurs à penser que faire ceci est dangereux et que c'est une mauvaise idée. On pourrait m'objecter, les signaux de nos téléviseurs émettent dans l'espace depuis toujours, mais ils sont très faibles. Ce qu'on voudrait éviter, c'est l'émission délibérée d'un signal beaucoup plus fort en direction d'un système précis. Mais Alexandre Zaitsev n'est pas d'accord. Je ne vois pas ce qui pourrait s'avérer dangereux dans ce qu'on a envoyé. Toutes les émissions numériques transmettent des informations connues dans tout l'univers. Si nous sommes vraiment seuls dans notre petit coin de l'univers, nous pourrions éliminer les extraterrestres de notre liste de scénarios catastrophes. Mais si des formes de vie intelligentes existent quelque part, il se pourrait parfaitement que ces êtres aient un comportement violent et agressif, tout comme nous. Dans ce cas, nous pourrions avoir des ennuis. Regardez l'histoire. À chaque fois qu'une société plus évoluée a croisé la route d'une société moins avancée, ça a généralement mal tourné pour cette dernière. Quand les Indiens Arawak qui peuplaient l'île d'Hispaniola, aujourd'hui Haïti, ont vu les Blancs arriver à bord de leur navire, ils ignoraient que leur destin était scellé. 3 générations plus tard, cette population de plus d'1 million d'individus avait été anéantie. Si des extraterrestres voulaient se débarrasser de nous, ils n'auraient aucun mal à le faire.
Statistiquement, il y a peu de chances pour qu'ils n'aient que 500 ans d'avance sur nous. Il est plus probable qu'ils aient des milliers, voire 1 million d'années d'avance sur nous. Si des agresseurs éventuels voulaient faire le maximum de dégâts, il leur suffirait d'observer la Terre de nuit pour savoir quelle cible viser. Ils ne seraient même pas obligés de se déplacer. Des êtres supérieurs sur le plan technologique auraient sans doute déjà mis en place un armement puissant à proximité de notre planète et pourraient déclencher une bombe à distance s'ils percevaient soudain notre civilisation comme une rivale pour la leur. Il y a quelques siècles à peine, les hommes ignoraient tout de la menace posée par les astéroïdes et les supernovées. Aujourd'hui, nous connaissons leur existence. Mais le danger que représente une civilisation extraterrestre est plus délicat à estimer. Je dirais qu'il est faible, mais il est très difficile à évaluer. Et ne serait-ce que pour cette raison, on ne peut pas l'écarter. Étant donné que l'humanité ne survivrait certainement pas à une rencontre du troisième type, cette menace est classée en 7e position sur notre liste. Contrairement au précédent, le scénario suivant n'est pas nouveau. Par bien des aspects, les bactéries, les virus et les parasites sont les organismes vivants les plus coriaces sur Terre. Chaque animal et chaque plante héberge ses propres souches virales. La coexistence entre l'hôte et son compagnon microscopique est souvent pacifique, mais pas toujours. Parmi les risques de catastrophes planétaires, une pandémie naturelle figure assez haut dans la liste. Au cours de l'histoire, ces organismes ont fait des millions de victimes, et ce n'est pas terminé. Avec la généralisation des voyages, une pandémie pourrait se répandre très rapidement dans le monde entier. Ce n'est pas parce que nous avons survécu à ce type d'événements par le passé qu'ils ne nous seront pas fatals à l'avenir. The people of San Francisco celebrate. You've seen the signs they carry. Kaiser Wilhelm. 1918. Partout dans le monde, on fête la fin de la Première Guerre mondiale, comme ici sur Market Street à San Francisco. La victoire des Alliés met un terme à 4 années de cauchemar. Pourtant, un nouvel ennemi est en embuscade. Un ennemi bien plus meurtrier que les obus ou les gaz toxiques. Sur ces images, on remarque que certains portent des masques. Baptisée grippe espagnole, une pandémie se propage comme une traînée de poudre. Près de la moitié de la population mondiale est touchée et 80 millions de personnes en meurent. Dans tous les cimetières britanniques, on trouve des tombes datant de 1918. Le bilan final de la pandémie mondiale a été bien supérieur au bilan de la Première Guerre. Largement supérieur. On ignore encore pourquoi la grippe espagnole de 1918 a été aussi meurtrière. D'une certaine façon, c'est le plus grand mystère du XXe siècle. Comment 80 millions de personnes ont-elles pu mourir? Pour John Oxford, l'étude de ce virus presque séculaire pourrait nous aider à mieux affronter des pandémies futures. Ce jeune homme est décédé à Prague en 1918 de la grippe espagnole. Ça, c'est un échantillon de ses poumons. Si on parvient à identifier 1, 2 ou 3 gènes dont le potentiel de virulence correspond à celui de la souche de 1918, on pourra appliquer les données à la situation actuelle.
Près d'un siècle plus tard, d'autres souches virales sont apparues, comme la grippe aviaire et la grippe porcine. À première vue, elles semblent beaucoup moins dangereuses. Mais John Oxford nous met en garde. La grippe aviaire n'a pas encore tué autant de monde, mais elle continue d'évoluer et de se perfectionner. Elle pourrait devenir capable de se propager depuis le sud-est asiatique. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, dans le camp militaire britannique d'Étaples, il y avait eu environ 200 morts. 2 ans plus tard, le virus avait pris de la vitesse, un peu comme un avion, et tué 80 millions de personnes. C'est ça le danger. Un virus pénètre dans nos cellules et commence à se répliquer en utilisant les ressources des cellules. Les plus dangereux sont les virus à ARN. Dépourvus de mécanismes de correction des erreurs, ils présentent un taux de mutation élevé. La plupart de ces mutations ne sont pas viables, mais certaines survivent et se propagent. Comme le disait Darwin, c'est le plus fort qui survit. Un virus lâche un grand nombre de mutants dans la nature pour être sûr qu'il y en aura un qui résistera. Le caïd de la bande, le plus virulent. C'est celui-ci qui se propage. Les choses se gâtent quand un virus à ARN hébergé par un animal contamine l'homme. Des souches différentes peuvent se combiner pour créer une souche nouvelle, qui prend le système immunitaire complètement au dépourvu. Il y a un siècle, c'est ainsi que le VIH est passé du singe à l'homme. Le SRAS et le virus Ebola ont été transmis par les chauves-souris. Une maladie qui saute de l'animal à l'homme est appelée zoonose. Les chasseurs de virus comme Nathan Wolfe en découvrent régulièrement de nouvelles. Quand il y a des animaux sauvages apprivoisés dans un village, il y a un risque pour qu'enfants et adultes se fassent mordre. Les gens qui chassent et dépècent un animal sont forcément en contact avec le sang et les fluides corporels susceptibles d'abriter des maladies infectieuses. C'est comme ça qu'on a fait une découverte essentielle concernant la transmission des rétrovirus appartenant à la même famille que le VIH. On a isolé des souches humaines qu'on n'avait jamais vues avant. Malheureusement, ce n'est peut-être que le début. Ce qu'on a découvert jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg. La population humaine vient juste d'entrer dans une phase nouvelle. Avec le développement du transport aérien, le monde entier est devenu un petit village. Grâce à des logiciels sophistiqués, les scientifiques de l'Institut royal de technologie à Stockholm ont pu établir comment notre civilisation réagirait à une pandémie d'une ampleur similaire à celle de la grippe espagnole de 1918. Leurs conclusions ne sont pas encourageantes. On a fait de nombreuses simulations de ce scénario avec nos logiciels et la progression est spectaculaire. Imaginons qu'une personne contaminée en Asie du Sud-Est rentre à Stockholm. Au moment où l'avion atterrit à l'aéroport d'Arlanda, 5 personnes, dont le porteur de la maladie, seront contaminées. Ensuite, la contagion se propagera dans tout le pays extrêmement rapidement. Le virus contamine les foyers et les lieux de travail, mais plus particulièrement les endroits publics très fréquentés. Mettre au point un vaccin et pouvoir en assurer la distribution à temps est quasiment impossible. Les répercussions se font sentir au bout de 2 mois. La 8e semaine, 100 000 personnes sont atteintes. La 9e, 300 000. Puis les chiffres grimpent en flèche jusqu'à ce que toute la population soit contaminée ou décède. Les résultats de cette simulation sont effrayants. Près de 7 millions de Suédois sont touchés par la maladie. 1 demi-million de personnes en meurent. Si on assistait aujourd'hui à l'émergence d'un nouveau virus, notre système de santé publique s'effondrerait. On serait confronté à des problèmes absurdes, comme le nombre de morts à enterrer en une semaine.
À l'échelle mondiale, 70% de la population serait contaminée et 1 milliard d'êtres humains mourraient. Faut-il envisager l'émergence de souches virales capables de provoquer des ravages encore plus terribles, voire de nous rayer définitivement de la carte? Imaginons que la prochaine fois apparaisse un virus qui combine la virulence et le taux de létalité du virus Ebola, la transmissibilité de la grippe et la période d'incubation du VIH. Les conséquences seraient sans aucun doute gravissimes. À la façon d'un cheval de Troie en informatique, ce virus diabolique se propagerait dans le monde entier sans que nous en soyons conscients et finirait par nous anéantir. C'est un scénario peu probable, mais possible malgré tout. Il ne faut jamais sous-estimer un virus. Jamais. En principe, il n'y a aucune raison pour que la nature n'en soit pas capable. Cela exigerait une combinaison improbable de processus d'évolution. Mais c'est certainement un des principaux risques existentiels envisagés jusqu'à présent. Voilà pourquoi la menace que représentent les micro-organismes est en 6e position sur notre liste. La séparation entre les primates et les premiers hominidés s'est faite sur environ 6 millions d'années et a été émaillée d'innombrables catastrophes. Régulièrement, les prédateurs et les périodes de sécheresse et de glaciation ont réduit notre population. Mais un petit nombre est toujours parvenu à survivre et à évoluer jusqu'à aujourd'hui. Étant donné qu'on survit à tous les dangers de la nature depuis 100 000 ans, il paraît peu probable qu'un de ces dangers nous soit fatal au cours des 100 prochaines années. D'où ma conviction que si l'espèce humaine s'éteint au cours de ce siècle, ce sera le résultat d'une catastrophe anthropique, c'est-à-dire causée par l'homme lui-même. Le deuxième volet de ce documentaire nous emmènera à Pripyat, véritable fenêtre sur ce que serait le monde. Les risques existentiels qui menacent l'espèce humaine sont nombreux. Parmi les scénarios les plus probables, tous ne mèneront pas à son extinction, mais pourraient réduire sa population. D'autres ont moins de chances de se produire, mais ils pourraient anéantir l'humanité tout entière. Dans notre liste des 10 scénarios pour une fin du monde au XXIe siècle, nous avons classé les dangers naturels de la 10e à la 6e place. Nous avons survécu aux chutes d'astéroïdes et aux changements climatiques. Il paraît peu probable qu'un de ces dangers nous soit fatal au cours des 100 prochaines années. D'où ma conviction que si l'espèce humaine s'éteint au cours de ce siècle, ce sera le résultat d'une catastrophe anthropique, c'est-à-dire causée par l'homme lui-même. De loin, Pripyat ressemble à n'importe quelle ville en béton construite en Ukraine dans les années 1970. Mais dès qu'on s'approche, le tableau change. Il n'y a pas si longtemps, des dizaines de milliers de gens vivaient à Pripyat, jusqu'au jour où une catastrophe provoquée par l'homme l'a transformée en ville fantôme. L'attitude des gens est assez irrationnelle. Ils s'angoissent pour des risques très mineurs comme les produits cancérigènes dans les aliments, un accident d'avion ou de train.
Mais ils sont dans le déni total d'événements plus rares, mais plus graves. Or, ceux qui résultent des activités humaines sont ceux qui m'inquiètent le plus. Nous approchons du réacteur numéro 4. Les techniciens qui travaillaient à Tchernobyl n'ont pas voulu causer un tel désastre. Ils effectuaient des tests afin de vérifier ce qui se passerait si les turbines de la centrale nucléaire étaient privées de leur source normale d'alimentation électrique. L'explosion du réacteur, dans la nuit du 26 avril 1986, a libéré des taux de radioactivité énormes, rendant toute la zone inhabitable pour des siècles. Se pose alors la question, serions-nous capables de provoquer un accident encore plus grave? Une catastrophe telle que l'humanité serait anéantie. Ce n'est pas une hypothèse délirante de dire que l'humanité va s'éliminer elle-même au cours de ce siècle. Je ne le souhaite pas, mais je prends en compte objectivement la puissance des technologies mises au point et le manque de fiabilité des hommes qui les conçoivent et les utilisent. Il y a une probabilité réelle pour que l'histoire de l'humanité prenne fin au cours de ce siècle. La seconde moitié de notre liste des scénarios de fin du monde recense ce qui pourrait résulter d'actions humaines. Trois semaines avant que la bombe atomique ne soit larguée sur Hiroshima, le premier essai d'armes nucléaires de toute l'histoire a eu lieu dans le désert au Nouveau-Mexique. Prévu le 16 juillet 1945, le test baptisé Trinity avait soulevé certaines inquiétudes. Dès 1942, le physicien Edward Teller avait émis des doutes sur sa sûreté. D'après lui, en théorie, une bombe atomique pouvait déclencher une réaction en chaîne susceptible d'enflammer l'atmosphère autour de la planète. Que se passerait-il si l'explosion d'une bombe atomique enflammait l'atmosphère? Après tout, il se produit une petite réaction nucléaire dans une bombe de ce type. Qui sait si tous les atomes dans l'atmosphère ne pourraient pas être entraînés dans cette réaction en chaîne? L'hypothèse avait été prise suffisamment au sérieux pour qu'on mène une étude et qu'on charge des scientifiques de calculer ce risque. Aujourd'hui, les spécialistes savent dans quelles conditions un tel scénario pourrait se réaliser. Mais en 1945, les conséquences physiques de l'essai étaient mal connues et on ne pouvait pas écarter cette éventualité. Malgré tout, l'expérience a été réalisée. On sait depuis que ça ne pouvait pas se produire. Mais ça donne à réfléchir. Jusqu'à quel point pouvons-nous nous fier à nos calculs? Peut-on miser l'avenir de l'humanité sur leur exactitude? De nos jours, les scientifiques mènent d'autres expériences dans le domaine de la physique. Ainsi, le plus grand accélérateur de particules du monde, qui se trouve au CERN à Genève, permet d'atteindre des niveaux d'énergie sans précédent. C'est dans cette pièce que nous enregistrons les données utiles obtenues par la collision des deux faisceaux du LHC. Le LHC est un anneau de 27 km, formé d'aimants supraconducteurs, qui accélèrent en sens inverse deux faisceaux de protons à une vitesse proche de celle de la lumière. Les nouvelles particules créées lors de la collision devraient nous aider à comprendre la formation de l'univers. Ces images ont été filmées le 30 mars 2010, jour où le LHC a établi un nouveau record. Pour la première fois, les deux faisceaux ont été accélérés à une énergie de 3,5 TeV par faisceau. On a vu sur les détecteurs les jets de particules produits lors de cette collision sans précédent. C'est ce qui a marqué le début d'une ère nouvelle dans la physique des particules et l'exploration d'un territoire encore inconnu.
Pourtant, certains pensent que les expérimentations menées à Genève vont provoquer la fin du monde. Le progrès accompli par le grand collisionneur de Hadron a un intérêt immense dans le domaine de la physique des particules et de la physique théorique. Mais on aimerait aussi être sûr que les risques ont été bien évalués avant qu'on continue. Analyste en risque, Rick Wagner a soutenu une plainte déposée par 2 personnes privées contre le CERN. Une issue fâcheuse signifierait la perte de notre planète. Un certain nombre de gens estiment donc de leur devoir de citoyen vis-à-vis de la Terre et de l'humanité de faire stopper les choses jusqu'à ce qu'une évaluation soit menée à bien. Un professeur allemand a lui aussi déposé une plainte contre le CERN. Les physiciens devraient faire le maximum pour trouver le point faible de leur théorie. Je suis simplement de ceux qui leur disent « faites attention ». Otto Rössler affirme que les chercheurs du CERN ont pris un risque ce fameux jour de mars 2010. L'énergie de ces collisions a été multipliée par 4 cette année, contre mes recommandations. Si elle atteint les niveaux prévus, d'après mes calculs, il y a un risque de 8% pour que la Terre, comment dire, rétrécisse, jusqu'à ne plus faire que 2 cm de diamètre dans quelques années. On a envisagé plusieurs scénarios possibles, en se demandant si les expériences en physique sur les très hautes énergies, comme celles menées dans le LHC, pouvaient poser un risque existentiel pour l'humanité. Il y a un risque que ça crée un trou noir à l'intérieur de la Terre. Otto Rössler est un spécialiste reconnu de la théorie du chaos. D'après ses calculs, la collision des particules pourrait entraîner la formation de trous noirs microscopiques. Dans le domaine de la théorie des trous noirs, on a encore des choses à apprendre. Je crois que mon groupe de chercheurs a fait une découverte à ce sujet. De minuscules trous noirs pourraient se former lors de collisions à très haute énergie. Jusqu'à présent, l'accélérateur fonctionne à un niveau d'énergie qu'Otto Rössler considère comme acceptable. Mais cela devrait bientôt changer. On progresse à pas de géant. Notre objectif est de multiplier l'intensité des 2 faisceaux par 2 ou 3, afin de produire un plus grand nombre de collisions. C'est bien ce qui m'inquiète justement, parce que d'après mes résultats, il y a une probabilité non nulle pour que ça provoque une catastrophe. Les trous noirs sont des objets de l'espace dont le champ gravitationnel est si puissant que même la lumière ne peut s'en échapper. D'après les spécialistes, le centre des galaxies est occupé par des trous noirs massifs. Et les étoiles massives s'effondrent pour former des trous noirs de taille moyenne, lorsque leur carburant est épuisé. Mais en théorie, il pourrait exister des trous noirs infiniment petits. Si c'est le cas, les expériences menées à Genève pourraient en créer un. Fabiola Gianotti le reconnaît, c'est justement un des buts des chercheurs. La création de micro-trous noirs serait une découverte très importante. On y tient beaucoup. On pourrait produire ces particules à condition qu'il existe des dimensions spatiales supplémentaires, des dimensions microscopiques. Dans ce cas, la fabrication de micro-trous noirs serait possible, mais comme ils s'évaporeraient instantanément, ça n'engendrerait aucun risque. Pour Otto Rössler, au contraire, ces trous noirs artificiels posséderaient des propriétés différentes de ceux qu'on trouve dans l'espace. Le résultat de mes calculs montre qu'ils ne disparaîtront pas. S'ils sont assez lents pour rester à l'intérieur de la Terre, ils finiront par la dévorer de l'intérieur. Reste à savoir combien de temps cela prendra. Si l'on en croit le scénario d'Otto Rössler, un trou noir artificiel traverserait le champ magnétique de confinement de l'accélérateur de particules. Sous l'effet de la gravité, le trou noir serait attiré au centre de la Terre, où il grossirait en absorbant les atomes autour de lui, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Il aurait les caractéristiques d'un quasar. Il produirait 2 jets d'énergie dans 2 directions opposées qui finiraient par fuser de la Terre. C'est là qu'on se rendrait compte de la présence de cette machine qui finirait par avaler la Terre de l'intérieur plus ou moins rapidement.
Les chercheurs du CERN reconnaissent que des trous noirs artificiels pourraient avoir un comportement imprévisible. Mais ils ne pensent pas que cela présente le moindre danger. C'est vrai, on ne sait pas ce qui se passera. Mais la nature fait la même chose que nous depuis 4,5 milliards d'années. Alors même si on ignore ce qu'on réussira à produire, ce n'est pas dangereux. Le risque que les expériences menées au CERN finissent par détruire l'humanité est très probablement nul. Pour l'instant, aucun physicien éminent ne partage les inquiétudes d'Otto Rössler au sujet des micro-trous noirs artificiels. Mais on ignore ce que les scientifiques construiront à l'avenir dans l'espoir de dompter les forces de la nature. Si on considère les expériences physiques qu'on n'a pas encore imaginées, le risque est faible, mais nettement plus important que celui présenté par un astéroïde ou une super-éruption. Une crise politique sans précédent pourrait conduire à un nouveau test Trinity, et la perspective de fabriquer des armes puissantes pourrait amener les gouvernements et les chercheurs à négliger les questions de sécurité. Comme c'était la guerre et que les avantages potentiels étaient immenses, ils ont procédé à l'essai. Ils ont eu de la chance. Mais quand on joue à la roulette russe, on n'a pas toujours de la chance. Sur notre liste des 10 dangers existentiels possibles, les expérimentations risquées occupent la 5e place. Si les expériences dans le domaine de la physique entrent dans la catégorie des menaces théoriques, le scénario suivant est en revanche très concret. C'est l'été en Antarctique, en ce mois de janvier 1909. Il fait moins 50 degrés et l'explorateur Ernest Shackleton, qui tentait de rejoindre le pôle Sud, a été contraint à l'abandon. Sur le chemin du retour, il découvre quelque chose qui va transformer à jamais notre perception du continent de glace. Un morceau de bois fossilisé, mais aussi un fragment de grès qui porte l'empreinte d'une plante. Il n'y a qu'une seule explication possible à la présence de ces deux éléments. Il fut un temps où cet environnement aujourd'hui désertique était couvert d'une forêt vierge. Le climat de notre planète a connu de nombreuses variations, mais à l'époque de Shackleton, cette réalité n'était pas encore bien comprise. La Terre a connu une alternance de glaciation et de périodes beaucoup plus chaudes, comme celle connue sous le nom de maximum thermique du Paléocène-Éocène. La diversité biologique a diminué à cause des températures trop chaudes autour de l'équateur, et les formes de vie ont migré vers les régions polaires. Il n'y avait pas de calotte glaciaire sur Terre. L'Antarctique et le Groenland n'étaient pas recouverts par les glaces. On sait aujourd'hui que l'Arctique et l'Antarctique étaient peuplés de crocodiles et plantés de palmiers. Nous allons maintenant connaître une nouvelle période de réchauffement. Mais cette fois, c'est nous qui en sommes la cause. On joue avec le matériau vital de la planète. On fait des expériences sur la Terre, sur nous et sur tous les autres organismes vivants. Mais on ne sait pas combien de temps on a avant qu'il ne soit trop tard. 10 ans ou un siècle? Tous les signes du réchauffement climatique sont là, et pratiquement tous les climatologues s'accordent à dire que les changements auront des répercussions graves. Le rapport du GIEC de 2007 a confirmé tous les rapports des années précédentes. On avait tiqué en 1995, on a commencé à s'inquiéter vraiment en 2001, et d'un seul coup, en 2007, on s'est rendu compte que c'était encore pire que ce qu'on pensait. On ignore jusqu'à quel point la situation risque de se dégrader. Les scientifiques craignent que nous dépassions une limite au-delà de laquelle les changements seront irréversibles. C'est ce qu'on appelle le point de basculement. Dans l'état actuel des choses, je n'exclus pas que la fonte des glaces qu'on enregistre au Groenland ait déjà créé une situation irréversible. Mais on ne s'en rendra pas compte avant 25 ou 50 ans. Une fois que la machine est lancée, on ne peut plus l'arrêter. C'est le point de basculement. Les études paléoclimatiques ont montré que nous allons peut-être connaître une hausse brutale des températures mondiales. Il
Il y a 55 millions d'années, à l'époque où les fossiles retrouvés par Ernest Shackleton se sont formés, le même scénario s'était produit. Il y a eu un réchauffement relativement rapide, peut-être autant que celui que nous avons déclenché en émettant plus de CO2 dans l'atmosphère. On associe généralement l'effet de serre avec la petite molécule de dioxyde de carbone. Pourtant, il existe d'autres gaz à effet de serre. Par exemple, le méthane, 20 fois plus nocif. Les chercheurs pensent que le réchauffement qui s'est produit il y a 55 millions d'années est dû à une hausse brusque des concentrations de ce gaz dans l'atmosphère. Les climatologues craignent que nous n'atteignions le point de basculement dans les régions où des dégagements de méthane peuvent se produire. Les plus grandes réserves de méthane naturel se trouvent dans le sous-sol de la toundra sibérienne et le pergélisol sous-marin de la mer de Sibérie orientale. C'est également cette zone qui connaît actuellement l'augmentation de température la plus notable. L'association des deux n'augure rien de bon. Depuis le début du XXIe siècle, le printemps et l'été ont été plus chauds là-bas de 4 degrés par rapport à la moyenne relevée pour les années 1970 à 1999. C'est énorme dans cette région où le pergélisol est aussi étendu. Le pergélisol sous-marin contient de grandes quantités de méthane, un gaz à effet de serre très puissant. D'après les estimations, il y en a tellement dans cette région côtière immense qu'il suffirait qu'1% seulement soit libéré dans l'atmosphère pour accélérer le processus de réchauffement. Örjan Gustafsson a pris part récemment à une expédition dans la mer de Sibérie orientale. Jusqu'à présent, on pensait que le pergélisol retenait le méthane captif au fond de l'eau. Mais le professeur Gustafsson a constaté que ce n'était plus le cas. On a effectué des milliers de prélèvements à différents endroits de cette zone. On s'est aperçu, contrairement à ce qu'on pensait avant, que le méthane s'échappait du sous-sol sur près de la moitié de ce territoire. La quantité de méthane émise dans l'atmosphère équivaut à 8 millions de tonnes chaque année. Personne ne peut dire à quel moment le point de basculement sera franchi, ce qui libérera des quantités phénoménales. Tout dépend de notre capacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Avant la révolution industrielle, il y a 150 ans, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère était de 270 parties par million. Aujourd'hui, il est de 390 ppm, soit une augmentation de près de 50%. Les émissions de CO2 n'ont cessé de croître. Si on continue à ce rythme, on atteindra certainement un taux de 800 à 1000 ppm à la fin de ce siècle. Je n'hésite pas à le dire, ce serait une catastrophe. Steven Schneider est un des principaux experts du panel des Nations Unies sur le climat. Il a tenté de savoir comment notre planète réagirait dans un tel cas. Avec un taux de 1000 ppm, le réchauffement serait de plus de 4 degrés, peut-être même 6 ou 8. Il y aurait une déglaciation au Groenland, avec une montée du niveau des mers de 5 à 10 mètres, des ouragans plus fréquents et des super incendies. Jusqu'à 40% des espèces pourraient disparaître. L'Europe serait en proie aux inondations monstres. Ciao Venise. Et tout le monde se dirait qu'est-ce qu'on a fait? Mais ce réchauffement rendrait-il la planète inhabitable, au point de provoquer la disparition de l'espèce humaine? Je fais partie des moins pessimistes. Certains collègues pensent qu'en effet, ce scénario catastrophe entraînerait l'extinction de l'humanité. Selon eux, le réchauffement déclencherait la libération de tout le méthane contenu dans la toundra et sous la mer. Au lieu d'être de 1000 ppm, le taux de ce gaz atteindrait le double. Confrontés à une crise grave, nous serons peut-être forcés de recourir à des mesures extrêmes. L'idée serait de modifier volontairement le climat de la Terre. Par exemple, en injectant de la suie dans l'atmosphère ou en mettant sur orbite des miroirs qui intercepteraient une partie de la lumière du Soleil. C'est ce que l'on appelle la géo-ingénierie. Cela consiste à mettre en œuvre des techniques qui empêcheraient la planète de se réchauffer. Une sorte de solution de repli au cas où nous serions incapables de réduire nos émissions de CO2. Mais beaucoup de spécialistes redoutent que ça ne fasse qu'empirer les choses.
Les projets de la géo-ingénierie ne sont pas sans danger. On sait très bien que quand l'homme commence à bidouiller des systèmes complexes qu'il ne comprend pas très bien, il y a forcément des effets secondaires. Que faire si on ne peut pas déterminer quels seront exactement les effets secondaires engendrés? Il y a un risque pour que le remède soit pire que le mal. C'est une expérience très dangereuse. Il est peu probable que l'homme provoque un jour une catastrophe climatique telle qu'elle rende la planète inhabitable. Mais dans le pire des cas, nous serons peut-être obligés de faire comme la faune et la flore il y a 55 millions d'années. Migrer vers l'Antarctique, libérer des glaces. Je dirais que le risque est plus élevé que tous ceux que nous avons examinés précédemment. L'impact d'un astéroïde, l'éruption d'un supervolcan, voire les expérimentations risquées. C'est pourquoi la menace d'une catastrophe climatique est classée 4e sur notre liste. Dans un passé récent, aucun risque n'a été aussi réel que le suivant. Octobre 1961. Un bombardier Tupolev fait route vers l'océan Arctique. Le commandant Andrei Donovtsev a été chargé de procéder à un essai nucléaire qui restera dans les annales. Il doit larguer la Tsar Bomba, la bombe la plus puissante jamais mise au point de l'histoire de l'humanité. « 50 mégatonnes, l'équivalent de 3000 fois celle d'Hiroshima. Le champignon atomique s'élève à plus de 60 km de haut. Et l'onde de choc fait 3 fois le tour de la planète avant de ne plus être perceptible. Cet essai a lieu au plus fort de la guerre froide, 6 mois après l'affaire de la baie des cochons et 1 an avant la crise des missiles à Cuba. Des événements qui auraient pu déboucher sur une 3e guerre mondiale. Dans les années 1970, il y avait plus de 70 000 armes nucléaires dans le monde. Aujourd'hui, cet arsenal est sensiblement plus modeste, mais il reste encore des milliers de missiles américains et russes. Il suffirait d'appuyer sur un bouton pour déclencher l'apocalypse. Ce point représente la puissance explosive cumulée de toutes les bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 2 et 3 mégatonnes et 15 millions de victimes. Tout le reste, c'est la puissance explosive de l'ensemble de l'arsenal nucléaire aujourd'hui. On pourrait croire qu'en cas de guerre nucléaire, le principal danger viendrait de cette puissance et des niveaux de radioactivité mortels. En réalité, les répercussions les plus graves seraient causées par autre chose. Une bombe nucléaire, c'est un petit bout du soleil sur Terre pendant une fraction de seconde. L'éclat est tellement brillant qu'il agit comme une allumette et brûle absolument tout dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. La fumée de ces incendies resterait dans l'atmosphère pendant de nombreuses années. Ça bloquerait la lumière du soleil et le refroidissement et l'obscurcissement provoqueraient alors un bouleversement climatique. Le fracas des bombes s'est tu. Dans le silence, un nuage s'élève dans le ciel. Les travaux d'Alan Robock montrent que l'arsenal atomique actuel suffirait à causer un hiver nucléaire. Voilà le nuage de fumée et sa distribution dans l'atmosphère. Les vents le pousseraient autour du globe et en l'espace de 2 semaines, toute la planète serait touchée. Peu importe la direction que prendrait la fumée, elle serait distribuée par les vents sur presque toutes les zones habitées en 15 jours.
D'après cette simulation, les températures resteraient négatives même pendant les mois d'été. Ça, c'est le premier été après la formation du nuage, le deuxième et le troisième. Pendant tout ce temps, les températures seraient négatives. On aurait un vrai hiver nucléaire. L'agriculture serait stoppée, il ferait froid, sec, et il n'y aurait pas de lumière, et la majeure partie de la population mondiale mourrait de faim. Même après le nouveau traité de désarmement signé récemment par Obama et Medvedev, l'arsenal américain et russe est encore assez important pour déclencher un hiver nucléaire. La guerre froide a pris fin au début des années 1990 et la situation politique est nettement moins tendue. Mais on ne peut pas pour autant écarter l'éventualité d'un nouveau conflit. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas parce que la guerre froide s'est terminée sans incident nucléaire que nous sommes à l'abri de ce danger. Voyez comment la situation géopolitique a changé au XXe siècle. Deux guerres mondiales, l'essor puis la chute de l'Union soviétique. Personne ne peut prédire quelle sera la situation dans la seconde moitié du XXIe siècle. Il est tout à fait possible qu'une crise entre deux nouvelles superpuissances soit gérée de façon moins heureuse que pendant la guerre froide. Une chose est sûre, les progrès technologiques permettront de concevoir des armes nouvelles et plus puissantes. Quand Alfred Nobel a inventé le TNT, il pensait qu'un explosif aussi puissant mettrait fin à jamais à la guerre parce que personne n'oserait s'en servir. Idem quand Richard Gatling a inventé sa mitrailleuse. C'était une arme tellement meurtrière qu'elle mettrait fin aux guerres pour la même raison. Or, l'expérience a montré que toute nouvelle arme est utilisée. Les armes futures feront peut-être appel à une science de l'invisible. La nanotechnologie consiste à manipuler la matière au niveau atomique et moléculaire. Travailler dans le monde de l'infiniment petit permet d'améliorer la solidité, la durabilité et l'élasticité des choses. Cela permet aussi de lutter plus facilement contre les maladies et les problèmes environnementaux. C'est une technologie extrêmement puissante, dont les applications pourront être aussi bien bénéfiques que néfastes. De fait, la nanotechnologie a un côté obscur. On parle déjà de créer des nano-armes. Dans le domaine militaire, les applications sont innombrables. Exemple des armes qu'on pourrait mettre au point, des engins volants autonomes ou semi-autonomes de la taille d'un moustique, capables de tuer un individu qui ne serait pas protégé. On pourrait imaginer une sorte de boîte qui contiendrait des mini-robots programmés pour repérer les êtres humains et leur injecter un poison. Il vous pique et terminé. Un prototype de ce genre existe déjà. Les machines volantes autonomes sont de plus en plus petites et intelligentes. Les pires scénarios sont envisageables. On peut aussi imaginer des machines microscopiques qui se comporteraient comme des bactéries. Elles détruiraient toutes les ressources naturelles et proliféreraient de manière incontrôlée. Une armada de machines microscopiques pourrait ravager un territoire ennemi en dévastant tout sur son passage. Pour l'instant, tout cela est purement théorique. Mais jusqu'à quand ? C'est l'un des principaux risques existentiels qui nous menacent. Pour le moment, il est de zéro, car nous ne disposons pas d'armes nanotechnologiques susceptibles de mettre l'humanité en danger. Mais ce sera un risque à l'avenir. Va-t-on réussir à mettre au point un type d'arme capable de détruire le monde, à l'instar de notre arsenal nucléaire? La réponse est peut-être. On n'a pas encore complètement défini l'ampleur du danger. Mais ce n'est pas demain la veille qu'un cinglé ou un terroriste sera en mesure de fabriquer une arme de fin du monde avec des composés moléculaires. La Première Guerre mondiale a été une guerre chimique.
Le gaz lacrymogène, le gaz moutarde et le gaz chloré ont été utilisés massivement sur les champs de bataille en Europe. La Seconde Guerre mondiale a été celle de la bombe atomique. Quelles seront les armes de la Troisième Guerre mondiale? La question reste ouverte. Einstein a dit un jour « Je ne sais pas quelles armes seront utilisées pendant la Troisième Guerre mondiale, mais la quatrième se réglera à coups de pierre et de bâton. » C'est une catégorie qui englobe des risques spécifiques et différents. Armes nucléaires, armes nanotechnologiques, armes qui n'ont pas encore été inventées. Et de fait, la probabilité qu'une guerre déclenche une catastrophe existentielle est assez élevée. La menace d'une guerre apocalyptique arrive donc en 3e position sur notre liste. La 2e place est occupée par un danger qui relève encore du domaine de la science-fiction. On pensait que c'était impossible jusqu'à ce jour de 1997 où le champion du monde d'échecs a été battu par un ordinateur. La partie qui a été la plus suivie de l'histoire a été la 2e du match entre Garry Kasparov et Deep Blue, le 4 mai 1997 à New York. C'est celle qui a été la plus serrée. Au cours de cette 2e partie, le superordinateur Deep Blue joue un coup qui prend le champion totalement au dépourvu. Pour répliquer, celui-ci prépare alors un piège, certain que l'ordinateur va tomber dedans. Kasparov a utilisé cette variante pour obliger l'ordinateur à prendre son pion. Après avoir étudié le jeu, il s'était dit « Je vais lui proposer un petit œuf de Pâques, il sera content ». Mais la machine ne se comporte pas comme ses adversaires habituels. Après 2 minutes de calcul, Deep Blue joue un coup qui va causer la perte du champion. Au 37e coup, l'ordinateur refuse. « Non merci, je n'ai pas faim pour l'instant, je le garde pour plus tard ». Il n'a pas l'intention de manger rapidement toutes les pièces de son adversaire. Au lieu de ça, il opte pour une stratégie à long terme. Le coup 37 est complètement inattendu. Plus tard, Kasparov dira que la machine semblait avoir fait preuve d'intelligence humaine. Il n'est pas exagéré d'affirmer que nous sommes entrés dans l'ère de la machine. Il nous serait impossible de revenir à un monde sans ordinateur ni automatisation. Les machines sont essentielles pour la gestion du trafic aérien, l'entretien des centrales nucléaires, le traitement des communications et le contrôle de l'économie mondiale. Sans elles, notre civilisation s'écroulerait. L'avenir n'est pas rassurant pour ceux qui pensent que nous sommes déjà à leur merci. Elles vont devenir omniprésentes et seront de plus en plus perfectionnées. PR2, c'est ouvrir une porte, brancher une prise, prendre une boisson dans le réfrigérateur et plier des serviettes. On peut lui faire plein de choses. Dans la Silicon Valley, Willow Garage met au point les appareils ménagers de demain. Ici, on est sûr que les robots deviendront aussi banals que les lave-vaisselle ou les ordinateurs. C'est ici qu'on assemble tous nos robots. Nous sommes convaincus qu'ils peuvent améliorer la qualité de vie des gens. On les verra bientôt dans les maisons et sur les lieux de travail. Un lave-vaisselle, c'est un robot très spécialisé. Imaginez un robot polyvalent qui lave la vaisselle, mais aussi la range ou la sort du placard. Tout d'un coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Mais les machines pourraient-elles devenir perfectionnées et autonomes, au point de représenter une menace pour l'humanité? Pourrait-elle un jour se retourner contre nous, comme on le voit dans les romans et les films de science-fiction? Aujourd'hui, les robots en sont encore au premier balbutiement. Ils ont tout juste appris à marcher, mais on devine déjà de quoi ils seront capables à l'avenir.
On les imagine aisément manipulant une arme, et plus seulement une boisson ou un ballon. Il y a longtemps que l'armée utilise des véhicules aériens non pilotés, mais on voit aussi apparaître des robots terrestres sur les champs de bataille. Devant la banalisation des robots militaires, il a même fallu organiser des conférences afin d'évoquer les problèmes éthiques liés à leur utilisation en temps de guerre. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y en a autant. On en avait très peu en 2001, mais aujourd'hui, il y en a quelques 7000 déployés en Afghanistan et en Irak. Certains sont utilisés pour la surveillance et la manipulation d'engins explosifs. Là-dessus, rien à dire. Ce qui nous gêne, c'est l'utilisation de ce que l'on appelle des plateformes armées, c'est-à-dire de robots de combat. L'armée américaine en a acheté 1700. Ils sont télécommandés, mais peuvent aussi fonctionner de façon complètement autonome. Lorsqu'ils repèrent un objectif, ils calculent une solution de tir en une fraction de seconde. Puis ils attendent, pour l'instant du moins, qu'un humain leur donne l'ordre d'agir. Ces systèmes sont autonomes parce que le rythme de la guerre a changé. Les hommes n'ont plus toujours le temps de se concerter avant d'attaquer un objectif. C'est une question très grave. Quel degré d'autonomie allons-nous accorder à ces systèmes pour prendre la décision de tirer ou pas? Mais pour que la fiction devienne réalité et que les machines se retournent contre nous, il faudra plus que de la force brute. Elles devront devenir intelligentes. La communauté scientifique est divisée sur la question. Est-il possible de créer une intelligence artificielle, ou IA? Ben Goertzel est convaincu que les machines vont non seulement atteindre notre niveau, mais nous dépasser. Il y a 99% de chances pour qu'à la fin du 21e siècle, l'IA soit nettement plus intelligente et puissante que les humains. Ce n'est plus nous qui commanderons sur Terre. Une stratégie de recherche révolutionnaire a fait naître l'espoir chez les partisans de l'IA. Des scientifiques tentent de créer une version numérique du cerveau humain. Synapse par synapse, cellule par cellule, le cerveau est converti en 1 et en 0. Si l'expérience réussit, cet esprit numérique pourrait s'avérer plus performant que son équivalent biologique. Un esprit numérique peut surpasser un cerveau humain dans de nombreux domaines. Il peut être plus intelligent et plus respectueux de l'éthique que l'homme. Il peut aussi être davantage capable de se corriger et de s'améliorer. Une machine super intelligente pourrait gérer les procédures à l'échelle mondiale bien plus efficacement que nos systèmes informatiques actuels. Mais la collaboration avec des machines est peut-être un pari dangereux. C'est un risque que je classerais tout en haut ou presque de la liste des dangers existentiels. C'est un scénario qu'on ne peut pas écarter. On va peut-être créer une IA dans un but utile pour s'apercevoir au final qu'on s'est trompé. Ça peut paraître fou ou relever du domaine de la science-fiction, mais une super-intelligence serait capable de concevoir très rapidement des technologies très puissantes afin d'imposer sa volonté. Il y a un risque pour qu'un esprit numérique se retourne contre nous, sans que nous soyons assurés de pouvoir l'arrêter à temps. On pourrait se dire, s'il commence à déraper, on le débranchera. Mais c'est justement une réaction qu'une super-intelligence sera en mesure d'anticiper. Elle considérera ce scénario comme une manière de l'empêcher d'atteindre son objectif et fera ce qu'il faut pour l'éviter. Elle pourrait, par exemple, s'introduire dans le réseau Internet de façon à envoyer un peu partout des copies d'elle-même, ou prendre le contrôle d'engins robotisés pour s'emparer du pouvoir. Au cas où nous ne serions pas d'accord avec son objectif, l'IA pourrait se servir des robots du futur pour nous empêcher d'appuyer sur le bouton arrêt. Et si nous prenions les armes,
elle pourrait décider que la solution la plus simple serait de se débarrasser de nous. Le jour où on sera confronté à une super-intelligence hostile ou indifférente à notre bien-être, on aura déjà perdu. C'est une certitude. C'est pour ça que la première qu'on fabriquera devra être une super-intelligence amicale. Comme avec toutes les autres catastrophes existentielles, on n'aura pas droit à un deuxième essai. Il ne faudra pas se tromper. La menace que représentent des machines super intelligentes est en deuxième position sur notre liste de scénarios catastrophes. Et voici maintenant le numéro 1. C'est un vendredi comme les autres en ce mois de mars 1979. Mais à la fin de la journée, le personnel du complexe militaire 19 à Sverdlovsk en Union soviétique va provoquer un accident catastrophique. Il y a toujours eu des accidents. Celui de Sverdlovsk en 1979 est le plus connu. Un technicien de maintenance a retiré le filtre d'un conduit d'aération. Il l'a dûment noté dans le registre, mais l'information échappe aux membres de l'équipe suivante. En l'absence de filtre, des spores de la maladie du charbon se dispersent dans le bâtiment. Le chiffre officiel a été de 80 morts. En réalité, on soupçonne que l'accident a fait 300 victimes. Les ouvriers de l'usine de céramique qui se trouve juste en face sont les plus touchés. La plupart de ceux qui travaillaient ce jour-là décèdent en l'espace d'une semaine. Rétrospectivement, on a appelé cet accident le Tchernobyl biologique. Les superpuissances de la guerre froide ont officiellement mis un terme à leur programme d'armes biologiques. Mais elles sont toujours en mesure de produire des micro-organismes mortels. L'Union soviétique a fabriqué des centaines de tonnes d'armes biologiques, croyez-moi. De quoi tuer toute la population mondiale. En se fondant sur cet exemple, on peut penser qu'un pays doté de ressources modérées serait capable de produire une quantité importante d'armes de ce type. Entre 1976 et 1986, cet homme était responsable du laboratoire secret soviétique Vektor à Novosibirsk. On a tenté de modifier des virus en introduisant des fragments synthétiques d'ADN dans leurs matériaux génétiques. L'idée était de les rendre plus puissants, d'en faire des tueurs dotés d'une plus grande virulence. Le laboratoire de Sergei Popov a mis au point une nouvelle souche de la peste qui résiste aux 10 antibiotiques les plus utilisés, ainsi qu'un virus de la variole particulièrement ravageur. En temps normal, la variole tue environ 30% des gens contaminés. Il a été prouvé de façon expérimentale, dans le cadre d'un de mes projets, qu'il était possible de créer un virus avec un taux de mortalité de 100%. En manipulant le code génétique, il est désormais possible de créer de nouveaux organismes vivants. Ce domaine de la recherche a été baptisé biologie de synthèse ou biologie synthétique. Beaucoup espèrent qu'il aidera l'humanité à faire face à de nombreux problèmes. Ce qui intéresse les chercheurs, c'est d'utiliser la biologie de synthèse pour dépister les tumeurs dans le corps et aussi nettoyer des sites irradiés. Notre imagination sera la seule limite dans ce domaine. Mais ce qui motive les investissements dans ce secteur, c'est l'espoir de pouvoir mettre au point un nouveau carburant pour les voitures et les avions avant que les réserves de pétrole ne soient épuisées. Cette herbe va être modifiée génétiquement afin qu'elle pousse plus vite et plus haut.
Ensuite, une superbactérie créée synthétiquement la transformera en un biocarburant. Notre but est de copier des gènes de n'importe quel organisme pour fabriquer un carburant renouvelable. L'immense potentiel de cette technologie suscite cependant de nombreuses inquiétudes. Elle présente un risque grave. Imaginons que des scientifiques soient en mesure de créer des organismes qui finissent par évincer les formes de vie naturelles. S'ils venaient à s'échapper par accident d'un laboratoire, ils pourraient proliférer de manière incontrôlable. Quelles seraient les conséquences pour les écosystèmes? On n'en sait rien. Les risques sont nombreux. On ne peut pas être sûr à 100% qu'on n'introduira pas involontairement dans la nature un microbe génétiquement modifié. C'est pour ça qu'on travaille à doter ces organismes de circuits automatiques d'autodestruction, de façon à ce que les microbes en question se suicident s'ils sont disséminés dans l'environnement. Ce que beaucoup redoutent le plus, ce n'est pas l'éventualité d'un accident, mais une destruction provoquée volontairement. Ces deux hommes ont déclenché une vive polémique en fabriquant un virus dangereux grâce aux techniques de biologie de synthèse. Eckhard Wimmer et Geronimo Cello ont trouvé le génome du virus de la poliomyélite sur Internet. Puis ils ont commandé et reçu par courrier les séquences ADN nécessaires à sa fabrication. Avec du matériel standard de laboratoire, ils sont ensuite parvenus à recréer ce virus mortel. Ça veut dire que si on y arrive avec un petit virus comme celui de la polio, on pourrait aussi le faire un jour avec celui de la variole. L'intention de ces virologistes n'était pas de propager la polio, mais de montrer combien il était facile de fabriquer un virus. Beaucoup de gens ont été atterrés. À l'époque, le grand public s'était ému à l'idée que ça puisse être mal employé et que Ben Laden dispose d'une recette qui lui permette d'anéantir la population des États-Unis. Eckhard Wimmer et ses collègues ont synthétisé le virus de la polio uniquement pour montrer que c'était possible. Cette technologie deviendra bientôt très accessible, alors on s'inquiète à l'idée que certains en fassent un mauvais usage. Les technologies sont de plus en plus puissantes, en particulier les machines qui permettent de synthétiser l'ADN. Bientôt, ces techniques seront accessibles à tous ceux qui voudront se les procurer d'occasion sur eBay pour quelques milliers de dollars. À moins qu'on se décide à faire quelque chose, dans 10, 15 ou 20 ans, n'importe qui pourra fabriquer sa propre version du virus de la variole ou du virus Ebola. Sergei Popov est convaincu que nous serons confrontés à des formes de vie artificielle encore plus menaçantes. Il y a d'autres hypothèses, comme celle d'une bactérie renfermant un virus. Les deux sont dangereux. Si on s'attaque à la bactérie, le virus continuera à propager la maladie. Et si on s'attaque au virus, on ne sera plus protégé contre la bactérie. C'est un scénario cauchemardesque. Une infection bactérienne doublée d'une infection virale pourrait se solder par une maladie que nous serions incapables de soigner. Les particules en suspension dans l'air sont le mode le plus efficace de transmission d'un agent pathogène. La victime inhale de fines gouttelettes de fluide, et il ne faut qu'une quantité infime pour contaminer un individu. Une attaque biologique pourrait être lancée dans un endroit comme celui-ci. Une rame de métro fonctionne comme une pompe dans un tube. Si on répand une bonne quantité d'agents pathogènes au-dessus des voies, le déplacement des rames les fera se propager le long des tunnels. Ce serait suffisant pour contaminer beaucoup de monde. Des fanatiques religieux pourraient organiser des attentats biologiques un peu partout dans le monde. Des populations entières pourraient devenir stériles après avoir été exposées à des virus synthétiques attaquant les cellules reproductrices. Une superbactérie pourrait détruire toutes les plantes et anéantir la production de nourriture.
Comme on peut le voir, les scénarios catastrophes dans ce domaine, accidentels ou non, ne manquent pas. C'est le principal risque existentiel. Si un tel pouvoir devait devenir accessible à tout le monde, il est évident que certains voudront l'utiliser à des fins de destruction. Les méchants pourraient être n'importe qui. Un État voyou, un groupe terroriste sophistiqué, ou juste un scientifique mal luné. Ce serait difficile à mettre sur pied, mais très franchement, on sait le faire. Au XXIe siècle, la biologie de synthèse apparaît comme la plus grande menace contre l'humanité. Elle arrive donc en tête de nos 10 scénarios de fin du monde. Notre liste est enfin complète. Pourtant, il faut encore évoquer un dernier danger, peut-être plus grave que les 10 autres combinés. Car notre jeu comporte une 11e carte. Cette carte rentre dans la catégorie des risques existentiels majeurs. Il serait naïf de se dire « ça y est, on connaît enfin les principales menaces ». Il y en a peut-être 2 ou 3 autres, aussi importantes que les armes nucléaires, la biotechnologie, la nanotechnologie et l'IA, et qui restent à inventer. Le sort de Pripyat nous donne un aperçu de ce que serait l'avenir dans un monde où les hommes auraient disparu. Le voyage de l'humanité durera-t-il encore longtemps ? Tout dépend de notre capacité à survivre à ce siècle. Si nous y parvenons, le risque de voir l'homme s'éteindre à cause d'une catastrophe existentielle pourrait diminuer. À partir de là, l'espèce humaine pourrait espérer une certaine longévité et son avenir pourrait éclipser son passé.